dimanche 12 août de l'an 2018. Bonjour à tous, nous sommes heureux de recevoir ce dimanche matin, comme l'homme, pas comme à l'homme à paix. Bonjour. Bonjour, chère madame. Vous êtes vice-président du think tank Génération des Vigilants. Bienvenue sur le plateau d'émission. Merci. Et pour conduire donc l'entretien avec moi, comme d'ailleurs tous les dimanches, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont. Bonjour à vous, comme Hugues. Non, pas super, pas comme Alomokwe. Vous êtes le vice-président, comme l'a indiqué tout à l'heure Nadia Dumont, du think tank Génération les Vigilants. Merci. Vous avez porté dès votre création le projet baptisé École de vie de la citoyenneté de la vigilance. Alors aujourd'hui que vous aurez bientôt un an, alors quel bilan on peut faire de ce projet? Déjà, je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez pour venir un peu parler des activités du think tank Génération des Vigilants. J'aimerais bien revenir un peu sur ce que c'est le think tank des Génération des Vigilants pour que les internautes puissent avoir une meilleure idée. Voilà de quoi il s'agit. En fait, l'idée du think tank est venue du fait qu'il y a un groupe de jeunes cadres du pays qui ont pris conscience qu'ils pouvaient participer autrement à la gestion de la cité, participer autrement aux défis qui s'imposent à notre société, à la jeunesse, à la population béninoise. Et donc ces jeunes se sont mis ensemble pour mettre en place un creuset. Un think tank, c'est notamment un laboratoire d'idées. Donc nous sommes là pour réfléchir souvent à la place de notre gouvernants, puisque dès qu'ils accèdent au pouvoir, c'est des gens qui ne sont plus suffisamment libres ou disponibles pour faire la réflexion. Ils sont là souvent pour exécuter, appliquer les idées. Et donc il faut en arrière-fond des acteurs qui puissent penser à leur place et les aider à avoir des idées pertinentes pour pouvoir mieux agir. Et donc nous avons mis en place le creuset et il y a bientôt un an, nous existons le 12 août passé et 2017, nous existons. Et c'est justement du fait de cette existence qu'on a dit, au-delà de la réflexion, il faut quand même que nous ayons des actions visibles sur le terrain. Et donc, l'une des actions visibles que nous avons pensé, c'est mettre en place ce que nous avons appelé une école de vie, de la citoyenneté, de la vigilance, qui est en réalité une plateforme mise en place pour amener les gouvernants ou ceux qui gèrent le pays, qui ont des activités, qui prennent des décisions et qui conduisent des actions à venir échanger avec le peuple, notamment les jeunes, pour qu'on puisse comprendre comment ils font les choses et en quoi les jeunes, enfin le peuple, puisse se rendre utile au déroulement ou à la conduite de leurs actions. Donc voilà un peu le concept et voilà, nous sommes là depuis bientôt un an, nous conduisons ce projet. Et justement, dans vos réflexions, vous avez sorti le projet École de vie de la citoyenneté et de la vigilance. On va faire un petit bilan quand même de ce projet-là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'École de vie de la citoyenneté et de la vigilance a déjà eu à son actif une dizaine de rencontres entre un public jeune ou le peuple et les acteurs qui sont à des postes de responsabilité en fonction de leur statut, que ce soit des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques. Enfin, quand je parle de non étatiques, c'est les gens qui sont dans la société civile, par exemple les syndicalistes, nous avons même des experts qui réfléchissent sur les questions de lutte contre la corruption, etc., qui viennent échanger avec nous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, 8 écoles de vie. Nous sommes au niveau de la 3e saison. En réalité, tel que le projet a été monté, c'est qu'il y aura une saison par trimestre. Et chaque trimestre, nous avons une thématique centrale qui mobilise maintenant des sous-thèmes. Et ces sous-thèmes-là permettent aux acteurs, enfin, aux communicateurs de venir par moment pour expliquer un peu les choses. Et par exemple, la première, les saisons, nous avons discuté de la question de la gouvernance économique. Il était question à un moment donné de comprendre comment est-ce que, au plan économique, le pays est géré. En un mot, enfin, quel est le soubassement de la réalité économique du Bénin à un moment donné. Et tout tourne autour de vous, si vous enfin, je vous l'informe, et tout le monde doit le savoir, autour du budget. Parce que quand on dit économie, c'est une question de ressources financières. Bien sûr. Et donc, ressources financières, dans un pays, c'est d'abord autour du budget, puisque c'est pas
enfin la mise en place ou l'établissement d'un budget, qu'on identifie quels sont les besoins dont nous avons, comment trouver les financements pour réaliser, enfin satisfaire, je vais dire, ces besoins. Et donc, nous avons réfléchi avec plusieurs acteurs et on a parlé pendant cette saison de la gouvernance économique du Bénin, outils, les résultats et puis la participation des acteurs de la société civile. Nous avons parlé des ODD. Vous savez qu'aujourd'hui, la conception, c'est-à-dire la planification de l'État béninois tourne autour des objectifs durables, voilà, les ODD, objectifs durables pour le développement. Et donc, il faut comprendre ce que c'est, puisque c'est, je vais dire là, le canevas établi pour pouvoir conduire le peuple vers la prospérité. Et ce canevas, il faut que nous maîtrisions le contenu. Et ça nous a permis, cette séance, de rencontrer M. Eric Dagbeno-Bakin, qui est le président, enfin je vais dire le directeur qui s'occupe de la mise en œuvre des ODD. Voilà. Et donc il est venu pour nous expliquer un peu où en est le Bénin dans l'effet des ODD. Et vous savez que la dernière fois où le Bénin s'est retrouvé à la rencontre de Haut-Lieu avec les acteurs, etc., à New York, par rapport aux ODD, le Bénin a été sélectionné avec Kigali, je vais dire, enfin, tout à fait. Le Rwanda. Justement, c'est parce que chez nous, il y a tout un travail qui se fait au quotidien, avec même la vigilance, je vais dire, des acteurs non étatiques. C'est ça qui conduit à cette affaire-là. Et donc, nous avons compris un peu cette affaire-là. Et donc, après, nous avons parlé aussi de la compréhension de l'appropriation du plan national de développement. Vous savez, le Bénin, comme la plupart des pays, il y a, comme la grande vision, c'est aujourd'hui la vision, je vais dire, plus multi-État, qui est les ODD, proposés par les Nations Unies, etc. Mais après, à l'interne, le pays doit se donner un plan qui conduit sa population vers le développement. Et donc le Bénin a mis en place aussi ce plan-là qu'on appelle Plan national de développement. Et nous avons, malheureusement, nous avons contribué relativement à cela parce qu'il y a eu des séances qui ont été faites après bien évidemment notre école et nous avons pris part aux différents échanges jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le Bénin a aussi un plan national de développement. Bon, même si le plan est venu après le programme d'action du gouvernement, mais le plan aujourd'hui existe. Et après ça, nous avons aussi le programme de croissance intégrée pour le développement. Et nous avons aussi discuté de la question du budget. Comment on vote le budget? Quel est le processus? Et comment est-ce que les acteurs non étatiques, dont les OSC, participent à l'élaboration et au vote de ce budget-là? Et ça nous a permis de rencontrer le président qui s'occupe du budget à l'Assemblée, Raphaël Akotayon, qui était venu échanger avec nous sur tout le processus. Il y a aussi les acteurs comme les syndicalistes à Moussou en Seine, etc., Joël Ataïgue-Debré, qui étaient venus pour nous expliquer un peu comment tout ça. À terme, qui a été notre objectif, c'est que nous avons participé avec les organisations comme Social Watch pour dire les attentes du peuple, donc des jeunes notables, dans le montage du budget 2018. Et nous nous sommes retrouvés lorsque l'Assemblée a organisé des audiences avec les acteurs. On s'est retrouvés avec Social Watch et bien d'autres. Vous avez été invité. Voilà. Et donc c'est une belle avancée. Oui, c'est ce que nous faisons bien. Maintenant, depuis quelque temps, nous avons parlé de la gouvernance sociale. Oui, de la pour gouvernance montrer un sociale. peu comment les acteurs de la société civile doivent intervenir ou contribuer à la gestion du pays, etc. Et donc, on a parlé des réformes sociopolitiques qui sont en cours et comment les choses. Je pense que peut-être on va revenir Voilà en résumé ce que nous avons fait. Et donc, l'aventure continue. L'aventure continue. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui? Les perspectives, c'est que, vous savez, les écoles telles que nous avons conçu le programme, c'est qu'à chaque école, il doit y avoir la présence des acteurs comme les artistes, comme ce qu'on appelle en griffe chez nous, les faiseurs d'opinion, pour relayer suffisamment les informations. Puisque à l'école, nous apprenons comment le pays est géré, nous apprenons comment les choses se passent. Et donc, à un moment donné, notre cercle un peu restreint ne permet pas à ce que tout le monde puisse avoir l'information. Et il est question à un moment donné de trouver un processus pour faire le pont entre l'école et maintenant le plus grand nombre, donc le peuple. Et nous avons pensé que ce soit les artistes qui nous aident à retranscrire
retranscrit les enseignements des écoles pour que le peuple comprenne. Vous savez, c'est le meilleur rôle que les artistes peuvent jouer dans la société. Vous savez, quand je parle de ça, je me rappelle un peu des années 90, tout le rôle qu'a joué à Tchekini, ouais, vous savez, enfin, bien sûr. Les scènes qu'on réalise, que les gens comme Odin Ladatin, voilà, etc. réalisaient. C'est ça qui a contribué à l'éducation du peuple. Et malheureusement, ces choses manquent. Et donc, notre école était comme pour passer par ce canal. Bon, maintenant, nous n'avons pas pu faire parce que c'est pas facile. Hein. Il faut mobiliser les artistes, les mettre en résidence. Mobiliser les moyens également. Voilà, donc c'est aussi une question de moyens. Et nous petit à petit, on va y arriver certainement. Il faut quand même, nous posons déjà notre part et nous avançons petitement. Nous espérons que ça va bien se passer avec le temps. Vous espérez que ça va se passer avec le temps, oui. Et lors de votre dernière sortie, vous avez rendu public quand même un manuscrit, intitulé Manuscrit de la Vigilance. Oui. Alors de quoi s'agit-il véritablement? Alors, le manuscrit de la Vigilance, c'est, comme je le disais tantôt, un think tank, c'est pour réfléchir. Et lorsque nous réfléchissons, enfin dans notre laboratoire, il faut faire connaître cette réflexion au public. Et par quel outil il faut le faire connaître? Et nous, on a pensé mettre en place un manuscrit. Un manuscrit, c'est comme un petit livre, comme ce que j'ai ici, voilà, qui permet d'avoir les réflexions, le contenu des réflexions sur papier ou sur des versions numériques. Au fil des années. Voilà, et diffuser. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons produit un manuscrit qui est un peu comme le compte rendu de nos réflexions de laboratoire et leur diffusion dans la population. Il faut cet outil-là, vous savez. C'est-à-dire que le manuscrit, c'est même l'idée de... bon, quand je prends par exemple la cité, Tombouctou, etc., vous savez que lorsque les Toubabou, enfin les Blancs étaient là pour détruire, et puis je vais parler aussi des djihadistes et autres, oui. L'une des choses qui préoccupait à l'humanité pour qu'on puisse conserver, ce sont les manuscrits. Parce que c'est ça qui retrace l'histoire et la civilisation même de Tombouctou. Et donc, quand on a perdu les manuscrits, on a tout perdu. Et donc, l'idée de manuscrit, c'est un peu comme, pour nous, une manière de consigner et d'empaquer toute l'histoire de notre, enfin, au cours de notre génération, dans des documents pour que la postérité puisse avoir accès. Et donc, nous avons commencé... C'est-à-dire que le manuscrit, c'est on identifie des thématiques en fonction des problèmes et des défis qui s'imposent à notre société. Et sur cette base, on fait la réflexion. Et sur ce premier manuscrit, quelles sont les thématiques que vous avez eu à aborder? Alors, le premier numéro des manuscrits de la Vigilance a pris en charge une sorte de prise de conscience des défis qui s'imposent à notre pays depuis quelques années autour de la question de la constitution du Bénin, de la Cour constitutionnelle. Vous savez, le Bénin ne tangue pas pour le moment. Le Bénin existe au plan démocratique parce qu'à un moment donné, dans un procès de 1990 à nos jours, il y a ce que je peux appeler le temple des oracles, qui est la Cour constitutionnelle, qui existe et qui représente et incarne des vertus de la démocratie, qui incarne les vertus de l'impartialité, de la justice, etc. Et c'est au moment de désespoir, à un moment donné, c'est cette Cour qui intervient pour ramener les choses et assurer le fonctionnement des institutions de l'État. Et donc, il était question de réfléchir réellement pour cette Cour-là. Dans un contexte où, pour une première fois, le président de la Cour qui a été élu est un héritier de la Constitution. C'est-à-dire un héritier, ce n'est pas un acteur qui a contribué à l'élaboration de la Constitution. Depuis 1992 jusqu'à l'avènement de la Cour qui est là maintenant, c'était les présidents de cette Cour étaient soit des gens qui ont contribué à l'écriture de la Constitution du pays. À l'élaboration. Et donc, depuis, il y a quelques mois, c'est un héritier, donc celui à qui on a parlé, ou qui a compris la Cour constitutionnelle, qui a pris maintenant la reine de la... Il est question de réfléchir un peu pour dire, mais il y a des principes, il y a une histoire autour de la tour, voilà les règles, etc. Il faut maintenir le temps. Voilà. Donc, nous avons contribué à une modeste réflexion autour de... Donc, c'est la principale thématique qui a été abordée. Voilà, la principale thématique. Maintenant, dans son contenu, nous avons d'abord orienté... Enfin, le travail a été fait d'abord, j'aimerais bien... Il y a une méthodologie qui nous a permis de produire les manuscrits. Laquelle? C'était d'aller écouter le peuple pour dire...
à travers des enquêtes, à travers des questions, à travers des échanges en aparté avec un certain nombre de personnalités, aussi bien intellectuelles que des gens qui n'ont peut-être pas eu accès à l'éducation à un niveau donné, mais pourtant qui sont très, je vais dire, jaloux de la... Mais je pense qu'ils le savent. Les Béninois savent, même le plus village, est-ce que je n'aime pas trop utiliser ce terme-là, le Béninois... Dans le coin le plus reculé du pays. C'est que la Cour constitutionnelle ou la Constitution, c'est ça qui est le contrat social qui détermine sa soumission constituante à une autorité qui est là. Et donc, dès qu'on touche à cela, ça dit qu'on revoit les règles et c'est compliqué pour lui. Et donc, les gens savent ça et c'est ce que nous avons retenu. Et quand nous avons fait le parcours, on a écouté, etc. Ça nous a permis de pondre maintenant toute une réflexion autour de trois, je vais dire, c'est 10 attentes, mais autour de trois idées fortes. La première idée forte, c'est la question de la préservation de l'exception politique béninoise. Vous savez, quoi qu'on en dise, le Bénin fait partie des pays exceptionnels qui ont eu une cour, qui ont eu une cour constitutionnelle, qui ont une constitution de bonne qualité, en griffe, même s'il y a des choses de bonne qualité, qui nous a au moins permis d'avoir une certaine stabilité depuis 1990. Ce n'est pas petit. Alors, donc, il est question de préserver cet héritage-là. Et donc, dans cette idée forte, nous avons trouvé, de nos échanges avec le peuple, trois éléments, trois attentes essentielles. La première attente, c'est la conservation et la sauvegarde de l'héritage démocratique béninoise. La deuxième attente, c'est le maintien et l'assurance du bon fonctionnement des institutions de la République. Et la troisième proposition ou attente, c'est la conscience du devoir envers la nation et le peuple souverain. Ce sont des principes, ce sont des idées fortes, ce sont des règles, ce sont à la limite des recommandations, je vais dire, que nous avons fait. Nous sommes juste un instrument de transmission. Puis on a écouté le peuple et on a rapporté l'information et nous reversons l'information à qui de droit, c'est-à-dire à nos sages, qui sont les templiers ou les oracles du temple de la Cour constitutionnelle. Après ça, nous avons la deuxième idée forte de ces 10 attentes-là, c'est la question de la personnalité. C'est très important. La personnalité à qui est confiée la destinée de la Cour constitutionnelle. On parle de personnalité parce que justement, n'importe qui ne peut pas être sage. Tout le monde ne peut pas être sage. Il y a des vertus, il y a des dispositions, etc. Et nous sommes revenus sur ces principes-là pour, je vais dire, garder en état de veille la conscience de ces sages qui sont à la tête. Et donc, dans cette idée forte, nous avons trois éléments forts qui reviennent. C'est-à-dire que c'est la sagesse des hommes hissés au rang de citoyens exceptionnels par le peuple. Dès que vous devenez sage, c'est-à-dire que nommé, bon, malheureusement, le principe, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir en principe. Avant d'être sage de la Cour constitutionnelle, il faut qu'on sente l'implication du peuple. Parce que le peuple a remis son souffle. Ce qui fait que le peuple existe entre les mains de quelqu'un. Il faut que le peuple soit aussi, comme je veux dire, l'artisan ou celui qui façonne cette structure-là. Mais bon, c'est comme le peuple a déjà confié sa puissance à des gens, dont le président, les magistrats et les acteurs de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est eux qui jouent le rôle. Bon, mais il faut toujours voir. Et cette expérience va nous permettre de voir si, effectivement, le peuple a bien fait de confier son pouvoir à ces grands magistrats pour qu'eux, maintenant, puissent nommer les gens de la Cour constitutionnelle. Et pour que, est-ce que, effectivement, à court ou long terme, ceux-là, ces acteurs ont contribué à maintenir la stabilité et l'aspect politique. Donc, on a parlé de ça. On a parlé aussi du respect de la parole donnée. Dès que vous êtes élu, vous faites un serment et vous dites, oui, je le juge, etc. C'est une parole. Et la parole, c'est magie. Vous savez ce que c'est. Et donc, il faut que... Elle est sacrée, la parole. On attire l'attention de ces acteurs-là sur le respect de ces principes. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le dépassement de soi et le supplément d'âme. Quand on dit, ce sont des vertus en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous prenez l'engagement d'être président ou membre de la Cour constitutionnelle, vous devez même parfois laisser votre individualité et penser, je vais dire, nation, État. C'est-à-dire que vos besoins, vous-même, votre petite personne, n'est plus rien par rapport aux défis, aux engagements que vous prenez en face du public. Donc, il faut que
il y a un supplément d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui se dépasse avec l'humilité, les principes de sacrifice, de patriotisme, etc., pour pouvoir faire le travail. Et le dernier point de notre réflexion par rapport aux 10 recommandations, c'est l'exercice de la responsabilité et la mission de charge de la Cour constitutionnelle. Vous savez, lorsque on est juge, il y a ce que les auteurs ont dit, les petites inconduites du juge. Ce sont les grands penseurs qui ont dit ça. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous êtes nommé juge ou en fonction de votre profession, vous devez éviter de faire des choses. Il y a des choses qui devraient se retrouver dans vos comportements. Quand vous êtes journaliste, par exemple, vous devez savoir que vous devez respecter le temps, vous devez savoir que vous devez rester impartial dans vos analyses, à moins que vous preniez une prise de position par des chroniques, etc. Vous devez savoir que vous êtes là pour porter la voix du peuple, etc. Et donc, le juge aussi a ces obligations qu'on appelle les inconduites du juge, et au nombre desquelles on a l'impartialité, on a l'objectivité, on a l'obligation de respecter le secret professionnel, on a l'équité et la sérénité. Il faut que le juge, fasse les diligences qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins d'un citoyen. On ne peut pas faire une demande, un recours à la Cour constitutionnelle, et c'est des années après, peut-être qu'à la fin du mandat de cette Cour-là, que les décisions vont sortir. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui sont revenus un peu dans... Et au-delà de tout, les membres de la Cour constitutionnelle, ce que nous recommandons, ce que le peuple veut, c'est qu'ils puissent respecter la loi. Parce que justement, il y a une loi, c'est-à-dire, la démocratie, c'est de ça il s'agit. Bien sûr. Il n'y a pas de... Comme le dit Duhamel, il y a démocratie parce que il n'y a que des lois et toutes les actions devraient tenir compte de l'existence de ces lois-là. Donc, on ne fait rien sans que la loi n'autorise. En réalité, c'est de ça il s'agit. Et donc, nous attirons l'attention sur des acteurs de la Cour constitutionnelle sur ce principe-là, respecter la loi. Et la loi qui est là, il faut respecter d'abord. Maintenant, c'est lorsque nous changeons cette loi-là qu'on verra un peu. Et il y a aussi les conditions de changer les lois. Et donc, vous voyez un peu toute cette problématique. Oui. C'est un grand débat qui est ouvert. Et ce produit, nous allons vraiment faire sa diffusion. Parce que j'allais vous demander comment vous entendez vulgariser le document. Voilà. C'est un document qui comporte quand même des thématiques assez pertinentes. Oui. Et comment vous avez mis quel système en place pour quand même que le plus grand nombre puisse l'information. Et pensez également à vulgariser cela en langue nationale. Voilà. Parce que nous sommes d'un pays et c'est très important que tout le monde puisse... Merci beaucoup pour la question. Et à ce titre, je vous remercie déjà pour cette occasion que vous nous donnez, puisque ce que nous faisons ici, c'est déjà une manière de diffuser l'information, le contenu. Alors, nous avons fait un manuel, c'est-à-dire que c'est un papier qu'on va... On ne l'a pas encore fait parce que ça coûte un peu cher, puisque c'est un document quadrichromie. Bon, ce sont les imprimeurs qui utilisent ce concept. Quadrichromie, c'est que c'est en plusieurs couleurs, etc. Pour que ce soit visible, des images, voilà, pour attirer, etc. La lecture est lisible et tout ça. Le document existe déjà en version montage numérique et que nous avons mis déjà sur notre page Facebook Tintank Génération des Vigilants. On a aussi un site internet qui nous permet de diffuser nos informations. Et donc, nous sommes à cette étape pour le moment. Mais nous courons pour mobiliser les fonds pour pouvoir produire le document papier et diffuser, c'est-à-dire distribuer à tout le monde. Maintenant, en plus de ça, nous vous remercions pour votre accompagnement. C'est qu'il faut que nous ayons des plateaux comme ça, autant dans les radios et que au niveau des télévisions, pour parler du contenu de tout cela. En langue nationale aussi. Oui, nous le ferons. Et, bon, notre petite manière de capacité à parler le fond, on peut le faire, mais on va surtout solliciter l'accompagnement des journalistes qui savent bien manipuler, voilà, pour faire ce travail-là avec vous. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez énuméré les 10 recommandations que vous avez faites au président de la Cour constitutionnelle, au professeur Joseph Djogouenou. Oui. Alors, j'aimerais vous demander comment appréciez-vous aujourd'hui le fonctionnement des institutions de la République depuis le 6 avril 2016? Bon, merci pour la question. Vous savez, le Bénin a eu cette chance que pour le moment, la plupart des institutions fonctionnent. Pour le moment. Mais il y a déjà des alertes sur le fait que, par exemple, on parle de couplage des élections. Et quand on parle de couplage, c'est qu'on va décaler une certaine périodicité de renouvellement de nos institutions. Quand je dis renouvellement de nos institutions, je vois beaucoup plus le renouvellement des acteurs de nos institutions. Par exemple, actuellement,
Nous avons des députés qui sont là, leur mandat finit l'année prochaine, et donc il faut un processus pour renouveler cela. Non pas, lorsque eux ils vont finir, il faut le faire avant, et quand ils finissent, ils savent déjà qu'il y aura des gens qui viendront les remplacer. Et c'est en cela qu'on parle de bon fonctionnement des institutions de la République. Et pour le moment, nous sommes dans le cas où les institutions fonctionnent. Ça existe, ils travaillent. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le travail qu'ils font vient satisfaire les besoins ou les aspirations du peuple? Face à cette question, on va tous se poser la question de savoir, est-ce que, puisque la satisfaction c'est quoi? Est-ce que le peuple est satisfait? Est-ce que je suis heureux? Parce que le bien-être du peuple, au-delà de tout, la politique c'est de ça il s'agit. Quand les grands penseurs ont parlé de la politique, ils parlaient de bien-être du peuple. Est-ce que moi je suis bien maintenant? Quand je quitte Akpokpa pour venir ici, je passe sur des voies pavées, oui. Bon, mais la qualité des voies pavées qui me gâte ma moto. Et en même temps, chaque année, on paye l'impôt pour que les gens puissent s'occuper des voies. Vous voyez des trous des pavés, des voies qui se gâtent. Ça fait des années après, avant qu'on ne pense à cela, il y a encore de l'obscurité dans certains endroits. Les gens n'ont pas accès à l'eau comme il le faut dans Cotonou, à certains endroits, puisque j'ai fait l'expérience. Quand il pleut, les maisons sont inondées. Donc, quand vous voyez tout ça là, les jeunes qui se cherchent, qui n'ont pas d'emploi à la limite, il y en a beaucoup, ou qui passent des années à faire du stage, juste pour avoir... Voilà, vous comprenez? Et quand vous voyez tout ça là, on se pose la question de savoir, est-ce que les institutions de la République fonctionnent? Parce que quand ils fonctionnent, en réalité, ils n'ont qu'un seul objectif ou les résultats qui vont montrer qu'ils travaillent bien, c'est lorsque le peuple, en majorité, puisse dire « Ah non, ils font du travail ». Mais on sent le débat est ouvert. C'est ouvert, on sent quand même quelques évolutions. Il y a une volonté quand même de manifester, il y a des aspects qui se passent. Cotonou est mieux éclairé qu'il y a quelques années. Bien sûr. Il y a les policiers qui sont là. Voilà, la sécurité est de plus en plus. La sécurité contre la corruption. Moi, ça fait depuis 2 ans, je n'entends plus les braquages comme on l'entendait avant, où on tue les pauvres citoyens, voilà. Et puis, etc. Donc, il y a beaucoup d'avancées quand même. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous allez maintenant dire un message fort à l'endroit de la jeunesse béninoise. La jeunesse béninoise, je demande humblement à toute la jeunesse béninoise de s'engager. Parce que la question aujourd'hui, et quand je parle d'engagement, ce n'est pas nécessairement une question d'engagement politique. C'est une question d'engagement en tant que citoyen tout court, en tant que bâtisseur ou acteur de la construction ou de l'édifice de notre État béninois. Et donc, on dit souvent que c'est la jeunesse qui est le fer de lance, la puissance même d'un État. Et que c'est quand la jeunesse est mise au travail que cette jeunesse puisse faire jouer son rôle. Et maintenant, il faut que les gouvernants aident les jeunes à ce qu'ils puissent aller au travail, qu'ils contribuent réellement. Et ils ont les potentialités, ils ont les moyens, ils ont les atouts. Ils ne veulent juste que parfois un accompagnement. Et nous demandons aussi aux jeunes d'être conscients et d'aider le gouvernement à pouvoir faire le travail dans la simplicité, pas de violence, etc. Merci à vous, comme Alomakpe, d'être passé sur le plateau. Kader Achirou, merci à vous. C'était un plaisir. Je rappelle que l'invité du jour est le vice-président du think tank Génération des Vigilants. Une année déjà que le think tank Génération des Vigilants fait donc son petit bonhomme de chemin. Nous avons voulu marquer un arrêt pour faire le point avec ce groupe de jeunes cadres décidés à relever les défis du temps qui s'imposent à la jeunesse béninoise. Vous avez indiqué donc, pas comme Alomakpe, qu'un think tank est en fait un laboratoire qui réfléchit donc à des options à prendre pour un pays. Et vous avez dit également que tout le monde ne peut pas être sage. Et dans le premier numéro du premier manuscrit de la vigilance, vous êtes revenu sur les questions constitutionnelles. Vous avez parlé du respect de la parole donnée. Il faut attirer, vous l'avez dit, l'attention des gouvernants sur le respect de la parole donnée. C'est très important. Vous avez fait également un bilan du projet École de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Vous êtes revenu donc sur ce concept-là, les activités, les communications et les communicateurs et les thématiques. Vous nous avez donné les résultats et les perspectives d'avenir. Nous avons également parlé, comme je l'annonçais il y a un instant, du manuscrit de la vigilance, ce manuscrit donc qui est déjà disponible en version Internet, donc en version manuscrit qui va sortir bientôt.
Et puis, pour finir, vous avez mis déjà des mesures en place pour bien vulgariser le document, pour que du nord au sud du pays, tout le monde puisse avoir le document en main. C'est un défi que vous entendez relever. Et pour finir, vous avez demandé à la jeunesse béninoise de s'engager pour le développement du pays et au gouvernement d'aider les jeunes à effectivement s'engager. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur l'invité de ce dimanche. Kader Achirou, encore une fois, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Bonne journée dominicale en compagnie de nos programmes. Au revoir et à dimanche prochain.